Bonjour et bienvenue dans notre live du Where in Live, qui est aussi disponible en podcast par la suite. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Olivier Denemont, qui va pouvoir échanger avec moi. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct sur la partie questions, et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de notre échange. Déjà, Olivier, bonjour et merci de me faire l'honneur de ta présence. Bonjour Jean-François, bonjour à toute l'audience. Merci de me recevoir, c'est un honneur pour moi. Oh, l'honneur est partagé. On se connaît un peu tous les deux, mais je suis pas sûr que tout le monde te connaisse aussi bien que moi. Donc, est-ce que déjà tu peux te présenter à toute l'audience en quelques mots? Très bien, Olivier Denemont, j'ai 45 ans. Je crois que ça fait 35 ans que j'ai commencé ma première ligne de code. Ça a été une passion très vite quand j'étais adolescent. La première fois que j'ai vu un ordinateur, j'étais fasciné par le fait de pouvoir donner des commandes et voir des choses clignoter à l'écran grâce à ce que j'avais tapé. Donc, ça a été mon premier amour, on dira, avant ma femme. Et aujourd'hui, de fil en aiguille, je suis passé par des rôles de développeur, de lead dev, manager d'équipe, manager de développeur et de QA. Et plus récemment, je me suis spécialisé dans les applications mobiles, iOS et Android. J'ai bossé quelques années là-dedans. Et enfin, ma plus récente expérience, c'est dans le monde de la qualité. Ça fait 4 ans que je suis Head of Quality chez ManoMano, une boîte française de do it yourself en ligne. Et dans cette entreprise, ma mission, c'est d'imprégner une culture de la qualité au niveau de la tech. C'est une très bonne introduction. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, au-delà de ton changement culturel, c'est-à-dire que tu es passé du dev au côté obscur de la qualité, on y reviendra peut-être un peu plus en détail sur les changements de vision, mais finalement une vision que tu essayes de rendre, enfin du moins de l'aligner. Tu as aussi vécu un moment à l'étranger, notamment en Chine, qui t'a peut-être aussi façonné sur une approche culturelle, sur on peut pas, on n'explique pas forcément les choses, on ne fait pas changer les choses de la même façon en France, en Europe qu'en Asie. C'est aussi une expérience qui t'a peut-être construit. Tu étais développeur là-bas encore, je crois. Oui, tout à fait. J'étais lead dev en Chine. D'ailleurs, ma première expérience en Chine a été comme QA. J'étais responsable de la partie QA sur les applications mobiles. Et de fil en aiguille, je suis revenu sur la partie plus engineering, mais avec aussi un pied côté QA. Effectivement, c'était un environnement multiculturel parce que c'était en Chine, en effet, mais c'était une entreprise américaine. Et c'était des collègues de différents horizons. Il y avait des gens du Canada, d'Australie, de Chine évidemment, des États-Unis et d'autres pays, notamment d'Europe. C'est là où j'ai appris à vraiment m'ouvrir au niveau de l'esprit. J'ai appris aussi à cultiver un goût pour la user centricity. Je ne sais pas trop comment le traduire en français, mais en gros, tout ce que l'on fait au niveau de la tech, il faut que ça serve à l'utilisateur. Il faut que ça serve le business, évidemment, aussi. Mais si on fait des choses qui n'ont pas d'intérêt pour des humains, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est ce qui m'a, je pense, donné le goût aussi pour le travail bien fait. On en parlera peut-être tout à l'heure du software craftsmanship et de la qualité logicielle en général. Et oui, ça se rentre vraiment dans cette démarche, à nous qu'on appelle la quality engineering, de mettre en place une vision globale, centrée sur l'utilisateur avec des approches empiriques, mais surtout avec les meilleures approches du moment. Toi, c'est quoi ta perception, ta vision de ce quality engineering? Tu as quand même vécu le dev, l'engineering, la qualité, donc tu dois avoir une vision Oui, je très dirais que smart. ma manière de définir le quality engineering, c'est de dire déjà principalement que la qualité, c'est pas quelque chose qui est une fatalité lorsque le produit est terminé. C'est quelque chose qui se prévoit. C'est avant tout l'intention de faire du travail de qualité, de faire un produit, un service de qualité, et d'avoir cela comme un fil conducteur
dans toutes les actions, toutes les décisions qu'on prend, cette intention de placer la barre très très haut, très haute. Ensuite, si on rentre un peu dans le détail plus technique, ça veut dire que on ne doit rien laisser au hasard. On doit être proactif sur déjà la validation, vérification. Il y a aussi cette notion de shift left qui est très importante pour moi. L'idée qu'on peut définir les attentes très tôt, avant même de coder, pour avoir des critères de succès au fil de l'eau. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dégainer pour faire une recette en fin de chaîne. C'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Ces critères-là, on va pouvoir vérifier s'ils sont remplis ou pas au fil des développements. C'est le principe du TDD, BDD, et j'en passe, à TDD. C'est quelque chose de très puissant, mais qui est très difficile à mettre en place parce que ça rompt totalement avec les usages habituels et ça implique un changement d'état d'esprit complet au niveau des équipes. Oui, c'est vraiment un changement de culture et d'envie de faire le travail bien fait. C'est-à-dire que le développeur, il a cette envie de délivrer bien du premier coup et de sortir un peu de ce mécanisme de c'est pas mon rôle de tester à minima. Du coup, c'est vrai que c'est un changement de culture aussi qu'on doit avoir dans nos projets dessus. Et c'est pour ça que le craft est quelque chose d'important à inculquer. On appelle ça craft, mais en fait, c'est les bonnes pratiques de développement au niveau qualitatif. Globalement, si on se dit pas craft, mais qu'on fait en sorte que tout le monde développe bien et que la qualité soit abordée, ben, quelque part, on a déjà gagné, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, Olivier, toi, dans ta vision là-dessus. Parce que trouver que du craft, c'est pas si évident que ça au quotidien. Non, je pense que le terme craft est un peu trompeur dans le sens où on peut faire du très bon travail, avoir ce goût de l'excellence sans être estampillé craft. C'est pas exclusif. Le craft, c'est un mouvement parmi tant d'autres dans lequel je me retrouve, mais je pense que c'est pas quelque chose d'indispensable. C'est surtout l'intention qui compte. D'autre part, pour revenir un peu sur la définition du quality engineering, ce que je pense très important aussi, c'est le côté systémique, le côté holistique de la chose. Je ne vois pas le développement logiciel d'un côté, les décisions produits de l'autre, la vision produit de l'autre, le test de l'autre côté, l'architecture de l'autre côté. Je pense que c'est un tout qui doit être pensé de telle manière. Et ça va jusqu'à l'organisation de l'entreprise. L'organisation de l'entreprise fait suite à des décisions qui, s'ils ne font pas partie d'une réflexion globale d'ingénierie, va poser pas mal de problèmes par la suite. Et c'est toujours cette question d'alignement et de vision qui est indispensable. Et on discutait souvent, tous les deux, mais aussi notamment avec Antoine ou d'autres de la communauté, c'est que finalement, tout le monde est quality engineer, mais avec une spécificité dans son activité. Je suis plus product management, plus PO, mais je suis quality engineer parce que je veux que je délivre de la valeur rapidement, que mes critères d'acceptance soient clairs, que tout le monde ait compris la vision produit. Pareil pour un développeur, il veut développer qualitativement et peut-être pas avoir envie qu'on le contacte le week-end quand ça marche pas. Voilà, quand je vais être testeur, bah, je vais faire évoluer aussi mon rôle pour arriver vers le rôle de coach, de quality advisor. On y viendra peut-être certainement être ma question suivante sur la quality assistance. Et aussi au niveau des ops, d'avoir l'observabilité, savoir que mes features elles sont bien utilisées comme je le souhaite en production ou pas, et comprendre les comportements de mes utilisateurs. Et finalement, on en revient à ta vision du user-centric, c'est-à-dire que si je ne sais pas comment mes utilisateurs utilisent mes features ou vont les utiliser, bah, c'est difficile de créer le meilleur produit avec le plus de valeur et la meilleure qualité possible. Parce que si on crée la meilleure feature du monde mais que personne ne l'utilise, c'est que c'est peut-être pas la meilleure feature du monde. Voilà, on peut arriver de la tech sur de la tech parce qu'on n'a pas eu notre market fit sur la feature et ça va poser un problème. Donc, je suis assez en phase avec toi. Si je reviens sur cette notion de quality assistance que j'ai un peu introduit, je pense que tu es peut-être l'une des personnes en France qui en a le plus parlé dans des conférences.
qui essaye de présenter le sujet. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est la quality assistance et ce que ça représente dans ton quotidien? La quality assistance, c'est quelque chose que j'ai découvert la première fois, c'est un collègue, Scrum Master qui me l'avait partagé, un article d'Atlassian, ça fait plusieurs années et à l'époque, cet article, il m'avait pas vraiment marqué. J'ai dit: «Bon, bah, ça a l'air un peu farfelu mais intéressant, merci pour le partage». Et puis je l'avais lu en diagonale et suite à ça, je l'ai complètement oublié. Hem, mais je suis arrivé à un point chez Mano Mano au bout d'à peu près 1 an où je me disais: «Bon, on n'a pas beaucoup d'effectifs dans l'équipe». On était, je crois 8 à l'époque, donc ça faisait 7 QA, plus moi et ils avaient des rôles, principalement de testeurs. Heu, C'était principalement du test, exécuté manuellement et on avait, je crois 35, équipes, 35 feature teams, comme on les appelle chez nous. Donc déjà, au niveau mathématique, ça collait pas. Heu, 7 testeurs pour, 35 équipes, il y a un hic et en plus on est en mode, distribué. Chez Mano Mano, on a des microservices, on a plusieurs front-end parce qu'il y a plusieurs applicatifs suivant les types d'utilisateurs. Donc on était complètement à la ramasse en termes de couverture de tests et notamment en termes de bande passante. On devenait bloquant pour les équipes puisque, lorsqu'il y avait une recette à faire sur une mise en production, les développeurs envoyaient ça aux testeurs et le testeur il disait: «Bah, partez manger et je vous dirai, dans 2 heures si vous pouvez aller en prod ou pas». C'est quelque chose qui fonctionne, hein, mais c'était bloquant, ça ralentit. On est loin de l'idée de continuous delivery, très, très loin. Donc j'ai commencé à explorer, ce qui se faisait dans l'industrie, des choses peut-être un peu plus adaptées à notre contexte et je suis retombé de fil en aiguille sur ce document que j'avais déjà lu 1 an avant. Et j'ai dit: «Mais bingo, c'est exactement, ce qu'il nous faut». L'idée, c'est plutôt que de faire les tests de manière centralisée par des experts, pourquoi ne pas faire monter en compétences tous les développeurs, tous les product owners, chez nous ce sont des product managers, en compétences sur la partie test, ce qui va nous faire une main-d'œuvre, une force de frappe beaucoup plus grande et ça va en plus autonomiser les feature teams. Ça va arrêter ce goulot d'étranglement où, on bloque les mises en prod pendant des heures, voire des jours, heu, sur certaines grosses releases et ça va permettre un passage à l'échelle sans avoir besoin de recruter, 15 000, QA de plus, à chaque fois qu'on crée des équipes. Donc sur le papier, ça me paraissait extrêmement, viable comme idée. J'ai commencé à chercher un peu en ligne, voir si, il y avait d'autres entreprises qui, utilisaient ce modèle et je me souviens pas en avoir trouvé. Je sais qu'Atlassian n'a pas inventé le concept, hein, c'est un concept qui existe depuis les années 80, donc c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui n'a pas été popularisé depuis. Il a fortement documenté Atlassian et tous les steps par lesquels ils sont passés, les erreurs, c'est vrai qu'ils ont eu un gros effort de communication et d'acculturation sur ce modèle-là. Tout à fait, donc je les remercie pour ça parce que ça m'a ouvert les yeux et je remercie aussi mon collègue qui m'avait partagé le document, même si j'y ai pas prêté l'importance qu'il aurait fallu au début, parce que j'avais pas le problème, en fait. Je ne savais pas quel problème ça allait résoudre pour moi et une fois que j'ai eu le problème en tête, ça m'a fait tilt. Donc pour, résumer, de manière assez simple pour, peut-être les personnes de l'audience qui ne sont pas familières, de ce concept, l'idée c'est de transformer la quality assurance, l'idée qu'on n'assure rien du tout. On n'est pas garant de la qualité. On n'est pas garant de la découverte des bugs, on n'est pas garant de la qualité du code, on est garant de pas grand chose, si ce n'est qu'on est garant de fournir un accompagnement de qualité aux équipes sur leur montée en compétences, sur des sujets notamment de tests, mais pas que, hein. Il y a aussi des sujets de qualité intrinsèque, du code, qualité intrinsèque de la définition, notamment des user stories et ça suppose par contre d'avoir chez les QA, que nous on nomme Quality Advisors, mais il y a plusieurs, terminologies suivant les entreprises. Donc Quality Advisors ont dû très rapidement passer d'un modèle où ils étaient
les mains dans le cambouis dans le test, à un modèle où ils étaient plus en retrait, ils étaient plus dans le coaching, le mentoring, le training et autres anglicismes. Désolé pour les anglicismes. Et ça a été un peu difficile parce que on n'était pas préparé. Moi, j'avais pas les jeux de formation tout prêts, clés en main à leur fournir. On ne savait pas non plus si le modèle allait fonctionner. Pour la petite histoire, on a eu un passage à vide de 6 mois. Une fois que j'ai eu le go du top management pour mettre en place ce modèle, on a eu un gros moment de solitude parce que pendant 6 mois, on avait beaucoup plus d'anomalies qu'avant. Et au bout de 6 mois, on a eu un déclic. Il y a eu un concours de circonstances de plusieurs éléments en même temps qui ont amorcé une décroissance du nombre de bugs en production, bugs connus. On ne connaît jamais tous les bugs en production. Mais en tout cas, le nombre de bugs connus a commencé à décroître. En parallèle de ça, on a mis à contribution toute l'entreprise sur la remontée de bugs de production, y compris le service client, y compris le service en contact avec nos marchands, pour pouvoir alimenter la boucle de feedback. Donc on aurait pu se dire que ah oui, il y a moins de bugs en production parce qu'on ne teste plus, du coup on ne les trouve pas. Mais là, on a mis en contribution la totalité des employés de Mano Mano pour alimenter cette source d'information qui est la connaissance de ce qui se passe en production. On n'a C'est pas... très intéressant comme démarche, parce que c'est pas juste sur l'équipe produit, mais tu as réussi à embarquer l'ensemble de l'entreprise. Et j'en profite juste et commence à avoir des questions qui émergent, notamment celle de Benjamin, qui nous dit attends, il y a ça a scrollé. Comment as-tu géré l'acculturation des devs et des PO justement au test et à la qualité logicielle? Il dit je pense à la fameuse phrase joke tester c'est douter. On dit c'est pas mon affaire à moi, m'embête pas avec tout ça. Merci Benjamin pour la question. Très bonne question. Je pense que c'est la clé du problème. Il ne suffit pas d'écrire une belle documentation Word et de la diffuser à tout le monde. Ça ne fonctionne pas. Cette acculturation, elle est primordiale et elle est longue. Elle est très longue. Chez Atlassian, il parle de 5 ans. Donc ça m'a impressionné au début quand j'ai vu ça. Chez nous, ça n'a pas marché les 6 premiers mois, ça a commencé à marcher après. Je ne dirais pas qu'on est arrivé à 100% de satisfaction au bout de 6 mois. Ça a pris, je pense, 1 an ou 2. C'est quelque chose de diffus. Et ça demande de vraiment expliquer, présenter les avantages, les inconvénients, aller voir les gens. Ça marche à plusieurs échelles. Hein. On peut faire une communication à toute l'entreprise ou à toute la tech, comme c'était le cas pour nous. Faire des présentations individuelles ou en petites équipes pour expliquer, répondre aux questions. Et effectivement, il faut être très, je pense qu'il faut être transparent sur le fait que ce n'est pas une solution miracle. Lorsque les tests sont faits par des personnes qui ne sont pas des spécialistes du test, bah forcément, on n'a pas le même degré je dirais, le même niveau d'efficacité. C'est comme je dirais que ce n'est pas adapté aussi à tous les contextes, Olivier, de mettre ce que tu as mis en place. Parce que toi, au-delà de la qualité assistance, tu es dans une démarche où c'est no QA, c'est-à-dire que tu n'as pas de personne opérationnelle qui fait de la QA dans les équipes. Tu as juste des advisors, on peut appeler ça des coachs si vous voulez, qui sont différents. Donc j'en profite pour répondre à la question de Rose qui dit que le principe de tester tôt avec du shift left existe déjà et que finalement ça existait déjà, c'est peut-être que les outillages qui ont changé. La différence aussi, c'est culturel et c'est différent, c'est de se dire on va mettre des coachs, des advisors pour acculturer, former toute l'équipe et pas que les QA sur cette démarche de shift left, de prendre en compte la question de penser comme un utilisateur, de savoir c'est quoi des tests aux limites, des cas d'erreur à tester. Et c'est pas adapté à tout le monde. Il y a certaines organisations qui gardent leur QA parce que il y a un peu de legacy, il y a des dépendances avec beaucoup d'applications et c'est compliqué de ne pas faire de tests. Quand on est sur du microservice, c'est peut-être plus évident si l'équipe a l'envie, le besoin et la culture pour pouvoir délivrer de façon la plus qualitative possible. Voilà pour te répondre, Louise. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Olivier, de ton côté. Oui, je ne dirais pas que c'est quelque chose la quality assistance n'a pas la prétention d'avoir inventé le shift left. Hein. C'est quelque chose qui a été
inventé en parallèle, je crois en 2001, si je ne m'abuse. Le concept est complètement complémentaire. On peut très bien faire du shift left en étant seul développeur sur sa machine, ça n'empêche pas. Là, l'idée, c'est de promouvoir cette notion du test auto. Il y a aussi la notion de shift right. C'est quelque chose qu'on promeut aussi. Le fait d'observer, monitorer, écouter les vrais utilisateurs, faire du user monitoring, faire des sondages auprès des utilisateurs pour avoir les vraies informations de prod et les réinjecter dans les boucles de feedback. Ça fait partie des choses qu'on promeut. On promeut également des méthodologies telles que Behavior Driven Development, BDD, avec l'intention de lever des ambiguïtés très tôt grâce à des discussions entre les différents acteurs du produit, notamment le product owner, au moins un développeur et au moins un QA, pour avoir ce système de questionnement et lever les choses qui paraissaient évidentes à chacun, mais qui au final ne sont pas évidentes et étaient en général de l'ordre du non-dit. Ça peut avoir un coût énorme pour l'entreprise. Ça peut parfois être catastrophique lorsque on pensait que quelque chose était implicite. En général, ça ne l'est pas. Et le développement a été fait complètement à côté de la plaque et on découvre ça, ça peut être 2 semaines après. Les fameuses levées de l'ambiguïté que va apporter le BDD. Tout à fait. Exactement. Il y a aussi la mise en place de points de mesure, d'avoir des points de mesure pertinents. Bon, quand je suis arrivé, j'avais des classiques en tête, comme couverture de tests unitaires, des choses comme ça. C'est des choses que j'ai bannies depuis chez ManoMano. C'est-à-dire qu'on a le droit, les développeurs ont le droit de mettre des outils pour avoir leur couverture de tests unitaires, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui est à leur propre usage. C'est pas un outil de management et c'est pas du tout un outil de management de la qualité. Si on a 0% de couverture de tests unitaires et que le produit est génial, moi ça me va. Par contre, si le produit est pourri et qu'on a 0% de tests unitaires, peut-être que je vais conseiller d'essayer de faire un peu de tests unitaires pour consolider un peu le code. Et pareil, si le code est pourri et qu'il y a 100% de couverture, le code est toujours pourri. C'est pas ça qui crée la qualité du code. Donc c'est un ensemble de choses. Je ne crois pas en une espèce de formule magique en disant si on a 73% de TU, c'est qu'on est bon. Ça, pour moi, c'est une vue de l'esprit et c'est un peu un raccourci intellectuel. Ça me fait rebondir sur une question de Yacine qui demande c'est quoi les KPI et les arguments que tu as utilisés pour convaincre le board? Parce que faire une transformation sans le monitorer, c'est toujours peut-être un peu compliqué. Tu as utilisé quoi? Accelerate avec les critères DORA où ils étaient déjà en place et finalement ça t'a permis de voir une accélération? Non, les métriques qu'on a utilisées au début sont des métriques d'incidents, d'anomalies de production. Donc toutes les anomalies de production connues, j'insiste évidemment, parce qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas, sont répertoriées dans notre outil maison. Et on a un système qui nous affiche les statistiques à la demande et un rapport est publié toutes les semaines. Et on regarde ça aussi, c'est un de nos indicateurs d'entreprise au niveau du trimestre. La difficulté, ça a été de porter ces métriques-là au niveau entreprise au début. Au début, c'était juste un indicateur QA interne. Ensuite, on a essayé d'en faire un indicateur tech, et maintenant, c'est un indicateur global au niveau de l'entreprise. C'est pas un indicateur de qualité, c'est un indicateur de bug. C'est pas suffisant, mais ça nous donnait quand même une bonne indication des effets de notre modèle sur le backlog de bugs. Il a fallu aussi sensibiliser les équipes à corriger ces fameux bugs. Parce que les détecter et les suivre dans un outil de dashboarding, c'est une chose, mais si ça reste et que personne ne les corrige, ça n'a aucun intérêt. Il y a eu un gros travail d'acculturation aussi sur le fait que pourquoi c'est important de les corriger. C'est pas juste pour faire plaisir au manager ou plaisir à la QA, c'est parce que ces tickets, chacun de ces tickets est une version écrite d'un symptôme qui touche des humains, des êtres humains.
ça peut être des clients potentiels, ça peut être des visiteurs qui ont eu une mauvaise expérience et qui sont partis chez un concurrent parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver leur bonheur sur notre site. Ça peut être un marchand qui n'arrive pas à monter son catalogue dans le système pour des raisons techniques. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être un prix erroné. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est soit frustrant, soit bloquant, soit qui dégrade l'image de l'entreprise. Il y a toujours un effet néfaste, et c'est pas juste un ticket dans un outil, dans Jira, en l'occurrence. Euh, Donc, Justement, j'ai pas mal de questions sur ça, sur comment tu as réussi à embarquer vraiment les devs et les équipes à ce shift de mindset sur bah, je dois corriger mes bugs, je dois faire plus de tests, je dois faire plus de choses qui n'étaient pas à l'origine considérées comme mon activité. Donc forcément, ils ont dû un peu élargir leur activité. Sur long terme, je pense que ça s'équilibre, mais il y a oui. quand même ce côté culturel, ce côté, ben, j'ai pas le temps globalement de le faire, ou dans d'autres questions, j'ai eu, ben, tester, c'est un métier, c'est pas à moi de le faire. Donc ces retours-là sont les plus usuels. Donc comment tu as réussi avec ton équipe à faire lever ces cheminements? Peut-être que tu avais aussi un sponsoring très très fort qui t'a aidé à aller dans ce sens-là et que tu n'as pas fait ça tout seul. Tout à fait. Si j'avais à donner des conseils dû à mon expérience sur le sujet, il faut vraiment, vraiment avoir le feu vert de son management et de ses pairs aussi. Si on n'a pas cet alignement, ce sponsoring, l'échec est couru d'avance. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros côté managérial dans cette démarche. C'est une transformation de longue haleine. Et si on a des détracteurs sur la route, l'effort va tomber un peu comme un soufflet. Donc c'est important d'avoir et le buy-in de sa direction et aussi embarquer de la manière la plus saine qui soit, c'est en expliquant, en demandant à ses collègues, si vous êtes manager ou à des managers d'entreprise, est-ce qu'ils comprennent le principe? Est-ce qu'ils comprennent les enjeux? Faut être aussi très clair sur les gains potentiels, mais aussi sur les coûts potentiels. Ça a un coût, hein. Parce qu'évidemment, un développeur qui ne teste pas, qui se met à tester, bah, ça prend du temps. C'est comme de se brosser les dents, ça prend du temps, donc c'est un investissement. On peut très bien dire je me brosse pas les dents parce que ça fait perdre du temps. C'est la même démarche. Il y a quand même des choses qui se doivent d'être faites. C'est comme si j'entends le classique que j'ai rencontré dans pas mal de boîtes, c'est estimation, combien de temps ça prend pour faire cette nouvelle fonctionnalité. Ça prend 2 semaines, ok, mais il y a quoi dedans? Bah, il y a le code, il y a les tests unitaires, il y a la doc. Ok, bah, on coupe la story en 3, et là tu vas faire que la feature, et puis prochain sprint tu feras la doc et les tests unitaires. Et puis évidemment ça part aux oubliettes. C'est quelque chose, c'est un tout, c'est pas quelque chose qui devrait être sécable. Quand on commence à aller fouiller à l'intérieur de comment les développeurs bossent, en général ça mène pas à grand chose. Enlever la partie documentaire et test, c'est quand même c'est le début vraiment des problèmes qu'on va voir dans 6 mois en production et qui vont commencer à être je dirais pas le début de la fin, mais ça va commencer à être compliqué à gérer. Parce que quand on doit éteindre le feu en production, plus développer de nouvelles features, ça commence à être des journées très Ouais. harassantes, très compliquées, surtout qu'on a de plus en plus de nouvelles features et des intégrations avec un écosystème d'applications, que ce soit interne ou externe. Donc, c'est assez compliqué. Ouais, effectivement, ça me fait penser que c'est un élément extrêmement important aussi, c'est cette temporalité. Je pense qu'un des boulots de la QA, c'est d'essayer de donner envie ou de donner des raisons aux gens de voir à plus long terme, au moins à moyen terme, et pas être toujours dans l'immédiateté de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que parfois, ils ont l'impression de perdre du temps maintenant, mais si on regarde un peu plus loin, c'est une manière aussi de reculer pour mieux sauter. Si on est toujours à fond, la tête dans le guidon,
c'est le meilleur moyen pour se brûler dans 3 mois. Tout à fait. Et, moi aussi, ce que j'ai vu aussi pour ancrer la démarche, bah, c'est pas essayer de transformer toutes les équipes en même temps, même si on a un sponsor très fort. C'est de commencer peut-être par une, voire deux équipes qui ont envie de tenter l'aventure, avoir des succès. Je sais pas, on améliore son lead time, on diminue le nombre d'anomalies en production avec un certain succès. Et du coup, le communiquer, le partager et petit à petit faire ce que j'appelle l'effet de boule de neige et d'avoir de plus en plus de projets qui se transforment et pas se dire, bah, ok, j'ai 50 projets, j'ai 4000 personnes, je transforme tout le monde d'un coup. Ça va être difficile. On peut pas convaincre tout le monde, surtout quand on a une petite équipe face à toute cette transformation dessus. Et c'est pas juste de dire bah, c'est du NoQA, j'ai plus besoin de QA. Non, non. C'est comme Benjamin m'a fait le retour par chat. C'est vraiment que s'il n'y a pas de QA, ça veut dire que tout le monde est QA. Tout le monde fait partie de la qualité et tout le monde va valider, tout le monde va regarder. C'est ce que tu as dit avec l'ensemble de l'organisation. Et ça prend, faut y aller étape par étape. Faut avoir beaucoup d'ambition pour se transformer, mais baby step by baby step, un peu comme le TDD. On est guidé par où on veut aller et on le fait et on le fait de cette Tout à façon-là. fait. Oui. Et après, ça va dépendre un peu de la culture d'entreprise, de vos freins, de votre complexité dessus. J'ai pas mal de questions, Olivier, sur des chiffres. Combien vous avez de tests manuels, combien vous avez de tests automatisés, comment vous faites pour tout centraliser, comment vous prenez les prises de décision. Si tu arrives à y répondre en partie dessus, mais voilà, on va déborder un petit peu parce qu'il y a énormément de questions. On va essayer d'y répondre en partie si tu veux bien, Olivier. Très bien. Reprenons dans l'ordre. Par quoi tu veux commencer? Déjà, vous aviez, je pense, beaucoup de tests manuels. Aujourd'hui, est-ce que vous en avez beaucoup? Combien? Est-ce que quasiment tout est automatisé? Alexandre, je dis à peu près ta question. Oui. Alors, de manière peut-être surprenante, on ne gère pas de patrimoine de tests de manière centrale, justement. Chaque patrimoine de test appartient à l'équipe qui gère le software under test, le système under test. Donc, j'ai pas de chiffres officiels. Je peux dire qu'il y a certains projets phares qui sont assez bien couverts, d'autres où c'est le néant. D'autres projets où c'est le néant parce qu'on n'a jamais eu le temps d'aller vraiment mettre notre grain de sel et accompagner les équipes parce que c'était des sujets qui n'étaient pas prioritaires sur le moment. Donc on maintient pas de proportion comme ça de test auto versus test manuel de manière tangible, mais il y a un fort accent sur l'automatisation de manière à pouvoir envoyer en prod sans avoir trop de phases de validation manuelle. Attention quand même, moi je suis un gros admirateur de James Bach et Michael Bolton. Quand on parle de test auto versus test manuel, je ne suis pas trop d'accord sur la comparaison. En fait. Je pense que l'un n'est pas l'équivalent de l'autre. On peut exécuter des scripts manuellement ou automatiquement. Dans ce cas-là, le résultat est le même. Automatiquement, c'est plus rapide et systématique. Par contre, moi, ce que j'appelle test manuel, c'est vraiment du test, c'est-à-dire de l'exploration, de la découverte, de pousser le produit dans ses retranchements, d'imaginer des scénarios auxquels personne n'avait songé auparavant, challenger les stakeholders en leur posant des questions aussi. C'est pas tester que le produit, c'est tester aussi les gens qui travaillent sur ce produit pour essayer de comprendre si eux ont bien les idées d'aplomb sur leurs intentions. Donc tout ça, c'est des choses qui ne s'automatisent pas. James Bach et Michael Bolton parlent de checks, de vérification plutôt que de tests. Je suis assez d'accord avec le concept, même si l'usage, c'est de dire test auto, test manuel. Donc tout ça pour dire que je ne crois pas au 100% automatisé. Je pense que c'est une chimère. Et les boîtes qui font du 100% automatisé, elles sont derrière obligées de faire du crowd testing, des choses comme ça pour trouver les vrais bugs. Parce que les tests auto, par définition, ne trouvent que les choses qu'on a anticipées. On sait complètement ce comportement. Est-ce que ce comportement est présent, oui ou non? Et pour faire une caricature, je pourrais imaginer que je fais un test auto sur le site de Mano Mano.
Le scénario, c'est en tant qu'utilisateur, je veux mettre un produit dans le panier, je le fais, ça fonctionne, paf, success, tout est vert, mais le site, au lieu d'être blanc, il est violet. Ben, mon test auto, il ne le verra pas. Un humain va le voir en une fraction de seconde. Ça, c'est un cas, c'est une caricature, mais on peut aller dans le détail. Il y a des choses que même un humain ne verra pas, et un testeur aguerri qui sait pourquoi il est là et qui connaît le business model de l'entreprise va comprendre et va trouver un problème et va challenger les équipes. Okay. Merci Olivier. J'ai plusieurs questions qui tournent autour de deux sujets. Le premier, c'est sur le fait qu'on n'a plus de testeurs et que ça peut poser un problème d'expertise et de savoir-faire, et que voilà, qu'il y a une dépendance aux développeurs qui peut avoir une vue biaisée. Je pense que toi, tu as un contexte particulier. Déjà, tu es en microservice, avec des choses où tu vas plein de fois en prod. Et donc, si vous faites un fallback ou une modification, ça va aller très très vite. Donc, je pense que tu n'as pas la même gestion du risque que si tu devais mettre rien qu'une seule fois par semaine en prod, parce que tu n'as pas la même quantité de code. Je pense que c'est un équilibre entre culture, risque et expertise, parce que tu as quand même des advisors derrière qui sont censés s'assurer que l'approche, elle est avec les meilleures pratiques possibles et que ce risque va être le moins important. Est-ce que tu vois autre chose qui permet de le faire, mais qui est vraiment adapté à ton contexte? Une fois de plus, c'est une question de contexte. Moi, je le dis, faire de la quality assistance sans QA dans ses équipes, c'est pas fait pour tout le monde. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-François. Si j'étais dans le secteur médical, je ne m'aventurerais pas à faire ça. On peut imaginer beaucoup d'industries où il y a un risque pour la personne ou un risque De mort? sanitaire, voilà, un risque de mort. Il est hors de question de faire ce genre de facétie, on va dire, en termes de qualité. Je investirais beaucoup plus sur le contrôle de qualité à chaque étape. Donc, pas du shift left, mais plutôt du lean management à la Toyota, avec une amélioration des process et une vérification au peigne fin de chaque élément de la chaîne de production. Là, chez ManoMano, on est sur un modèle assez classique d'e-commerce, c'est une marketplace. S'il y a un problème technique, en général, il n'y a pas mort d'homme. C'est dommage pour l'entreprise, on va perdre un peu d'argent, mais c'est pas quelque chose qui est critique au point où chaque bug compte. On peut se permettre d'avoir une latence entre le moment où il y a un bug qui part en production et le moment où on le découvre et on le corrige. C'est ce luxe, je dirais, qui nous a permis d'expérimenter et de valider cette histoire de quality assistance. Il y a d'autres domaines. Moi, j'ai bossé dans une boîte où on fabriquait des produits électroniques hardware, et on claquait un logiciel embarqué dans chacune des 200 machines qu'on livrait. Il n'était pas question de les envoyer en Australie et de faire une update dans 3 jours, parce qu'il fallait prendre l'avion pour faire l'update. Et on le faisait des fois. Donc, j'avais jamais fait de QA, j'étais développeur, et je peux vous dire qu'on passait peut-être une journée à coder et 6 jours à tester. Et tester, c'était avec les oscilloscopes, voltmètres, on rebidouillait 50 000 fois les mêmes opérations manuelles pour être sûr à 99% que ce qu'on livrait était top du top. Je vais faire une dernière question avant de totalement exploser le timing. La question qui se pose, c'est comment la QA a évolué. S'il y avait des test managers, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et surtout, là-dedans, c'est bien qu'on est dans l'équipe, mais quand on a des tests de bout en bout, qui c'est qui fait ces tests-là? Est-ce que c'est les QA transverses qui sont devenus des coachs, notre équipe, ou il y a encore certaines équipes qui ont encore des testeurs, j'ai envie de dire, traditionnels? Moi, je le vois dans certaines organisations. Dans l'équipe microservice, on est en mode quality assistance, mais quand on est sur une vision plus globale de bout en bout, il y a du test un peu plus traditionnel. Comment vous faites, vous, de votre côté? Oui, alors, aujourd'hui, on a un gros projet, gros programme où on est revenu sur des méthodes QA plus classiques.
parce que le contexte le demandait. C'est un projet avec un fort enjeu business. On peut laisser peu de place au risque. Donc on a pris le parti de revenir sur des méthodes un peu plus de test management, de coordination d'équipe, d'écriture d'un quai de scénario de test, parce que le coaching là ne s'appliquait pas. Le temps que le coaching porte ses fruits, le projet sera déjà fini depuis belle lurette, donc ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc je pense un de mes conseils, ça va être de jamais appliquer aveuglément un modèle que vous avez trouvé par-ci par-là, parce que ça avait l'air bien, ça a marché dans ce contexte précis. Ça ne veut pas dire que votre contexte est le même et que ça marchera. Il faut vraiment expérimenter, minimiser les risques, y aller par tâtonnement et trouver ce qui fonctionne pour vous. Aujourd'hui, nous, on n'avait pas vraiment de test manager, mais quelqu'un de l'équipe a dû s'improviser de test manager pour les besoins de ce gros programme. Sur cette notion de testeur, il y a toujours une part de test et je pense que ça se rapproche énormément du modèle Agile Testing, qui est très populaire aujourd'hui. De responsabilité, d'autonomie Tout à fait. sur la qualité du produit. C'est ça. L'idée, c'est de ne pas être absent de la partie testing et promotion de la qualité, mais de ne pas être l'unique propriétaire de ces sujets-là. C'est ça qui est important. Pourquoi ? Parce que si on est l'unique propriétaire, le risque, c'est que les autres équipes s'en fichent complètement, ne soient pas sensibilisées du tout à ça, et on rentre dans un modèle de silo, un modèle où la QA est responsable de tous les maux du monde dès qu'il y a un bug. C'est ça, en fait, qu'il faut essayer de casser. L'idée, c'est pas d'éradiquer les testeurs. Pour moi, les testeurs sont des gens très professionnels qui ont une valeur extrêmement forte parce qu'ils ont cette aptitude à découvrir des choses que les autres ne peuvent pas découvrir. Que les autres personnes ne c'est pas forcément les modèles ne sont pas forcément obligés de se confronter. Ça va être une question de contexte. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous montres que dans votre contexte, ça peut fonctionner. Et comme disait Olivier, on n'invente rien. Atlassian a popularisé cette démarche. Netflix a aussi cette démarche-là. Google aussi. Mais ça ne veut pas dire que dans leur contexte, ça marche. Et c'est peut-être pas dans tous leurs produits, dans tout leur développement non plus. Voilà, vous pouvez être dans une organisation qui va avoir ces deux modèles, voire un troisième hybride, voire encore un autre. L'objectif, c'est plutôt de vous présenter qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent, de comprendre pourquoi ça marche dans le contexte qu'a dit Olivier, pourquoi dans le vôtre ça ne marcherait pas ou dans un autre ça marcherait ou ça ne marcherait pas. C'est pas encore la fin du test manager ni du test leader. Par contre, ça donne des opportunités de créer de nouveaux rôles, de nouvelles fonctions, comme le coach, le quality advisor, qu'on n'avait pas dessus, pour accompagner des projets de façon beaucoup plus transversale, mais qui nous oblige aussi à acquérir de nouvelles compétences. Donc, si on le fait et qu'on ne maîtrise pas ni l'automatisation, ni par exemple le BDD, ça va être compliqué de l'accompagner dans sa globalité. On va être que sur la partie test, et donc ça va être difficile de les rendre autonomes. Donc Olivier, est-ce que tu veux conclure ce live, peut-être avec un conseil ou quoi que ce soit j'ai pas vraiment de conseils à donner parce que, encore une fois, moi, j'étais là surtout pour donner un petit peu des pistes sur mon expérience personnelle qui est propre à mon contexte. Et si ça peut vous inspirer, vous donner des idées pour expérimenter des choses, allez-y, avec plaisir. Par contre, ne copiez pas aveuglément le modèle parce qu'il y a de fortes chances que ça ne colle pas du tout. Vous avez des contraintes différentes, des personnalités différentes dans l'entreprise et des risques, des enjeux business différents certainement. Moi, je change d'optique sur la QA quasiment toutes les semaines. Franchement, ça fait 4 ans que je fais ça. J'avais l'impression de tout connaître la première semaine quand je suis arrivé, et puis je me suis aperçu que je connaissais rien, et j'ai l'impression de enfin savoir. Et puis je tombe sur un article hyper inspirant ou qui challenge un peu les choses établies, et je me dis ah oui, mais c'est vrai en fait, c'est pas du tout comme ça. Donc je pense que la qualité demande aussi cet apprentissage en continu.
le fait de jamais s'endormir sous ses lauriers et de toujours essayer d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi très intéressé pour savoir ce qui se passe dans d'autres entreprises, dans d'autres écosystèmes. J'ai eu la chance de discuter avec plusieurs boîtes en France, avec les représentants de la QA de ces boîtes. Et si vous avez envie qu'on échange aussi avec votre contexte, je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous. Vous pouvez trouver mon contact notamment sur LinkedIn. C'est le meilleur moyen pour me trouver. D'ailleurs, on vous a partagé le lien direct dans le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez Olivier. Vous pouvez aussi me contacter et avec grand plaisir, on pourra échanger et continuer cette conversation avec vous de vive voix. Je remercie à toutes et à tous d'avoir été présents pour toutes vos questions. Donc, on a essayé d'y répondre au maximum de façon globale. On se retrouve bientôt pour un prochain We're in Live et vous pourrez suivre le replay bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi en podcast dans les jours à venir. Donc, merci à tous et on se retrouve au prochain We're in Live. Au revoir. Merci à tous, au revoir.